Attention, attention. Nous venons de recevoir une nouvelle peinture aux possibilités stupéfiantes. Pop art, c'est-à-dire le popular art, l'art populaire, où on va exalter les objets de la vie quotidienne. In our urban world, in the streets where we walk, in the buses we take, in the magazines we read, on walls, on screens, we are surrounded by images of an alternative way of life. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le pop art n'est pas originaire des États-Unis, mais plutôt de Grande-Bretagne. Né de la croissance économique d'après la Seconde Guerre mondiale, suite à une privation, le pop art laisse place à un engouement et à une frénésie. Le pop art est à la fois urbain, d'inspiration industrielle, mais il vit également dans le présent. Urbain car il touche un public des grandes métropoles, d'inspiration industrielle car les œuvres sont comme des marchandises, on accorde une grande importance à la culture de masse, aux médias, à la radio et à la télévision, mais le pop art vit également dans le présent, car il est indifférent à toute histoire. Il s'affranchit, il est libre, laïque et en totale rupture. Les couleurs vives prennent une place importante au sein du courant. L'esthétique du pop art puise majoritairement dans la culture populaire de son temps et lui emprunte sa foi en le pouvoir des images. En effet, le pop art reproduit de façon ironique et distancée l'esthétique des objets de consommation, tout en accordant beaucoup plus d'importance à l'image qu'à l'objet en tant que tel. L'idée à travers le fait de puiser ses inspirations dans la culture populaire est de rendre la culture populaire importante dans le milieu de l'art, le quotidien, mais également de transposer l'art dans la culture populaire et ainsi de réduire la distance entre le grand public et l'art. La publicité constitue une grande part de la culture populaire, mais celle-ci travaille sur l'imagination et interprète le monde autour de nous, dont nous faisons partie, de façon plutôt idéalisée. You are part of the good life they smile at. They are part of the good life you smile at. Everyone is surrounded by what brings pleasure, but it is you who will bring the greatest pleasure of all. Parfois, la réalité et le faux se mêlent entre eux. Un contraste incompréhensible. Qu'est-ce qui encadre les affiches ? Les huiles étaient encadrées par des cadres dorés. Ce qui encadre la publicité et les affiches, c'est nous tels que nous sommes. Nous donnant l'impression d'être proches de cet univers. Edoardo Paolozzi, lui, a grandi entouré d'images. Originaire d'Écosse, il a grandi avec ses parents, qui tenaient une boutique de glace. Submergé par tous ces produits et ces images de couleurs vives, il en a fait sa pratique artistique et n'eut d'autre choix que d'être fortement influencé. Son œuvre I Was a Rich Man's Plaything de 1947 est la première œuvre où figure le mot pop. Ce collage muni d'une femme, d'un avion et d'une publicité Coca-Cola donne à voir les prémices du mouvement. Cependant, c'est plutôt avec Meet the People en 1948 que Paolozzi plante réellement les décors du pop art. En effet, l'œuvre comporte tous les éléments importants du courant. Un personnage de BD, en l'occurrence Minnie, une star hollywoodienne, en l'occurrence Lucy Ball, des couleurs vives et de la publicité. Le pop art se dessine. The late Marilyn Monroe. Mais c'est en 1952, avec la création de l'Independent Group, qu'apparaît l'expression pop art. L'Independent Group est un groupe d'intellectuels londoniens comprenant des artistes, architectes, écrivains et critiques. Ils se sont tous rencontrés à l'Institute of Contemporary Art et ils ont tous un fort intérêt pour les collages, la technologie, les médias de masse et la science-fiction. Le groupe est notamment composé d'Edoardo Paolozzi, mais également de Peter et Alison Smithson, Nigel Anderson, Lawrence Holloway, John McHale, Rainer Banham, Colin St. John Wilson, William Turnbull et enfin Richard Hamilton.
Le groupe souhaitait répondre à l'expressionnisme abstrait et dominant, qu'il percevait comme fermé, malgré le fait que ce courant était omniprésent. Il voulait un courant inclusif pour la culture populaire, tout en bousculant les hiérarchies de genre et en mettant en avant l'art du présent. En 1953, le groupe organise les expositions Parallel of Art and Life et Man, Machine and Motion. Ces expositions contribuent à rassembler sans hiérarchie de disciplines, tableaux, installations et autres. Le public est invité à se promener sans itinéraire préétabli. Mais en 1956, ils mettent en place leur dernière exposition, extrêmement novatrice pour son temps, This is Tomorrow. Cette exposition prend place à la Whitechapel Gallery of London. Celle-ci montre un fort intérêt pour la culture populaire et commerciale, qui est jusqu'alors peu présente dans l'art contemporain. Lawrence Alloway explique « This is Tomorrow montrait des séries d'environnements, il y avait un jukebox qui jouait continuellement. » Les œuvres présentées ont des influences telles que la bande dessinée, les affiches, le cinéma et diverses formes de création industrielle. C'est suite à cette exposition qu'Hamilton définit officiellement le pop art. Il le qualifie de populaire, éphémère, consommable, bon marché, fabriqué en série, jeune, spirituel, érotique, fantaisiste, glamour et lucratif. C'est lors de This is Tomorrow qu'on découvre une œuvre significative pour le pop art. Just what makes is it that makes today's home so different, so appealing? Cette œuvre composée de magazines américains montre les objets dominants de cette culture. La télé, le studio d'enregistrement, le bodybuilder, la mannequin, représentant le culte de la beauté. La pièce est un théâtre de possibilités. L'ajout de la bande dessinée laisse déjà entrevoir le style qu'adoptera par la suite Roy Lichtenstein. Parmi cette exposition figure également Head of a Man de Nigel Anderson. Head of a Man représente le buste d'un homme fait de coupures de photographies en noir et blanc. Ces coupures forment une seule et même image. Nous pouvons ressentir l'inspiration Dada. Le personnage a un regard intense et un visage amaigri. Cette figure met en avant la place de mouvement d'après-guerre qui est le pop art. This is Tomorrow a grandement contribué à la renommée du pop art. Car oui, le pop art est né 2 fois. Une première fois en Grande-Bretagne, dans les années 50, mais aussi une seconde fois dans les années 60 aux États-Unis. Lawrence Alloway aurait fait partie de ceux qui ont contribué à l'exportation du mouvement et de ce nom pop art, soit popular art. La place importante qu'occupent les États-Unis dans la culture de masse d'après-guerre, mais également la langue commune, donne déjà beaucoup de place à ce pays dans le pop art. La migration du pop art vers les États-Unis est donc presque inévitable. Les artistes américains déjà bien imprégnés par leur propre culture n'ont pas besoin des œuvres de Grande-Bretagne pour se mettre au pop art. Le mouvement s'étend et cette seconde naissance a un écho bien plus large que la première. Aux États-Unis, le pop art explose. On est en pleine mythologie, comme si on était à l'époque de la construction des pyramides. Combining hand-painted backgrounds with photographic silkscreen printed images to create unique works of art. Celui-ci se révolte contre les traditions, les approches dominantes de l'art et le fait qu'il n'est mis en avant que dans des milieux privilégiés. Il y a un écart entre ce qui est enseigné dans les écoles d'art, la vie quotidienne, et ce qui est montré dans les musées. C'est là qu'intervient la figure de proue du pop art. Andy Warhol. Andy Warhol a été et demeure aux États-Unis et un peu partout en Europe occidentale une sorte de vedette inquiétante. Il est mystérieux, révolutionnaire et séduit par l'idée d'intégrer des objets du quotidien dans le milieu de l'art. Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now? Yes. Celui-ci, à l'aide de sa factory, propose un art manufacturé en masse, remettant complètement en question la vision de l'art. Warhol dit vouloir être une machine, invincible et immortelle. La soupe Campbell est le parfait exemple de cette œuvre de masse intégrant un objet du quotidien
populaire, bon marché, intemporel. Cette œuvre met en avant l'aspect ironique du pop art. C'est tout ce que Andy Warhol souhaite. Des millionnaires investissent dans une œuvre, une sérigraphie de boîtes de conserve ordinaire. C'est pourquoi le pop art met en lumière un art qui n'est pas conventionnellement beau. Il est brut, lourd, désordonné et humain. Il n'y a pas de beauté évidente dans le pop art. C'est pourquoi elle est d'autant plus signifiante. Il n'y a pas de composition parfaite, de référence biblique. Mais il y a un besoin d'exprimer le beau en tant que tel. Mais aussi ce besoin de contradiction. Comment vivre sans le beau? Mais sans le repoussant, comment pourrait-il y avoir de la beauté? Le pop art n'est pas une renaissance angélique, mais une renaissance spontanée et douloureuse. Le pop art entraîne une réelle redéfinition de la peinture. Les assemblages, la récupération et la duplication créent un jeu de textures et un lien tangible avec le réel. La peinture n'est plus seulement une affaire de regard. Avec le collage, elle en appelle au toucher, critiquant ainsi les théories de Greenberg et rompant avec le modernisme.